Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pani Blabla, le podcast qui plonge dans la vie, dans l'intimité, le quotidien des humoristes. Et aujourd'hui, on est avec Lenny Bunga. Bonjour. Ça me fait trop plaisir d'être là. Salut, ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ouais. Bon. Tranquille, on est ravis de t'accueillir. Merci de m'avoir accueilli, j'ai passé 2 semaines de folie ici. Ouais, c'est vrai, 2 semaines déjà. Hein. Ouais, ça y est, 2 ça semaines passe vite, déjà, hein. C'est clair. On a fait pas mal de choses en fait en 2 semaines. En 2 semaines, mais on a travaillé. Ouais. Et bon, en tout cas, on est content. T'es de retour, Lenny, en fait, ici à la Martinique, mais aussi un peu plus généralement dans l'humour, quoi. On t'avait pas trop vu ces dernières années. J'avais disparu. Ouais. T'avais disparu pour des raisons extra humoristique. Extra humoristique. Alors, t'en es où dans toute cette histoire? Écoute, on arrive à la fin, enfin, ça y est, on commence à toucher le bout du tunnel. Je peux pas trop en dire parce que tant que c'est pas acté sur papier, tu peux pas le dire, mais bon, c'est la fin. Je respire. C'est la fin, tu respires. Voilà, t'iras pas en prison comme Sarko. Je n'irai pas en prison. C'était sûr, de toute façon. C'était sûr. Ok, cool. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. T'avais peur d'aller en prison? Non. Tu sais, moi, je sais que quand tu sais que t'es pas coupable, t'as peur de rien. Tu dis, même si tu vas en prison, tu dis, ça va faire un bon film, un bon livre, à la John Carter. Mais ouais, non, j'avais pas peur du tout. D'ailleurs, hasard du calendrier, t'as vu l'entrée de Sarko en prison ce matin? Je l'ai vu ce matin. Rock'n'roll, hein? C'est tellement drôle. Ouais. C'est tellement drôle. Ça t'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à... En fait, non, je me dis, il y a des gens qui ont du temps à perdre. Je sais pas si t'as vu tous les gens qui étaient devant chez lui en mode Sarko, ça. Je me dis, ah ouais. Dans vos têtes, c'est Mandela. Alors que le mec, c'est le pire des enfoirés. Mais non, ça me fait juste dire qu'il y a des gens qui ont du temps à perdre, vraiment. Ouais. Ouais. Ok. Donc toi, t'as plus de temps à perdre là maintenant. T'es de retour sur scène. Exactement. Faut que je mange. Faut que tu manges. Faut que je mange la scène à fond. D'ailleurs, ça fait très longtemps quand même que tu montes sur scène. Toi, t'es quand même un des anciens. T'as quoi? 15 ans, 20 ans de scène quasiment? Non, 15 ans. 15 ans. Ouais. Ok, 15 ans. Comment t'es arrivé à la scène d'ailleurs? Comment je suis arrivé à la scène? À la base, en vrai, c'est arrivé quand j'étais tout petit. Quand j'étais tout petit, j'ai fait un spectacle, tu sais, les spectacles d'école à la fin d'année. Et je joue sur scène et ma mère entend par les profs que oui, il faut l'inscrire au théâtre, c'est pas possible. Donc après, je commence à faire un peu de théâtre. Et je monte sur Paris en mode pour faire les cours francs à l'époque. Ok. Je suis en mode genre ouais, tu sais quand tu viens de province, les cours francs c'est comme Undo Stress. Tu te dis je vais arriver à les profs de danse, genre et non pas du tout. Je me suis mal senti là-bas. Je me sentais pas à ma place. J'étais dans une classe pour moi de fils d'eux et de gens qui avaient de l'argent à dépenser. Donc c'était pas la vision que je me faisais du théâtre. Et puis un jour je suis tombé sur un cours de café-théâtre dans le Marais. Je me souviens les cours de Pascal Dobias. Et du coup il m'a mis à faire des seuls en scène au début. Tu reprenais les sketchs d'autres personnes. Et moi je savais pas qu'il y avait un circuit à côté quoi, de café-théâtre, ça c'est ce que je ne connaissais pas. C'est un jour je tombe sur un comédien qui me dit mais tu sais qu'il y a des cafés-théâtres où les gens peuvent venir tester leurs blagues et tout ça. Donc j'y vais. Et puis je suis plus jamais reparti. Le premier, je crois que c'était c'était le Paname. C'était le Paname à l'époque, ouais, 2010, je crois. Mais en fait, moi, il y a un truc qui me questionne en fait, c'est tu vois, il y a beaucoup d'humoristes que j'entends qui viennent, que tu retrouves, les anciens, j'allais dire l'ancienne génération, que tu retrouves faire du théâtre au stand-up, qui sont passés par la case théâtre. Tu vois, je parle de Samia, Orseman. Je parle de Jean-Claude Moika. Certains moments, on les a mis au théâtre. Et moi, je me pose la question de comment, en fait, un certain moment, il y a ce cheminement, cette bifurcation qui se fait entre le foot, le basket et le théâtre. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi qui fait dans ton environnement qu'il y a un déclic que tout d'un coup, il y a quelqu'un parce que je suis pas sûr que ça vienne de toi. Franchement, non. Moi, je pense qu'à la base, je savais même pas ce que c'était que le théâtre à la base. Il y a un déclic qui fait que, allez, on vous met au théâtre. Ouais, non, moi, je pense que c'est vraiment ce spectacle de fin d'année qui a fait que les profs sont partis voir ma mère, des amis de ma mère sont partis la voir en disant mais il a un talent fou, il faut le mettre au théâtre. Mais moi dans ma tête, à la base je voulais devenir biologiste marin, donc ça te montre à quel point je voulais être cousteau quoi. Ça ou paléontologue. Ok. Mais jamais dans ma vie je m'étais dit je vais faire le théâtre. Ah ouais. Carrément ambitieux. Ambitieux. Après les maths m'ont rattrapé, ils m'ont dit hey, gros, faut être fort en maths. Oh le théâtre c'est pas mal. Ok, donc là t'es au Paname, donc tu suis le. Ouais, je suis le process. Puis quand tu joues au Paname, tu te fais vite un nom. Tu sais, les gens disent il y a un petit. C'était le Paname de la grande époque aussi. Exactement. C'est vraiment le moment où c'était on fire quoi. Ouais.
Donc les gens dans les autres comedy clubs entendent parler de il y a un mec qui marche bien, donc il t'invite, et puis à force d'être invité sur plusieurs plateaux, à un moment tout Paris te connaît. Et une fois que tout Paris te connaît, c'est un peu la porte vers le national, quoi. Parce que les autres comedy clubs ou les autres programmateurs de salles vont t'appeler vite fait. Mais toi maintenant, en fait, t'as tout fait. Toi, t'as fait le Jamel, Oui. t'as fait le Montreux, t'as tourné, t'as roulé ta bosse. T'as pas fait le Marrakech, je pense. Si, t'as fait le Marrakech. J'ai pas fait la salle, la grande scène. La grande scène sur M6. C'était pour la troupe. La troupe, ouais. Okay. C'est 2 jours. Il y a un jour pour la troupe et un jour, je fais ça. D'accord. Au Palais Madi, je crois. Et là, maintenant, en plus, tu reviens. Et c'est quoi ta vision de l'évolution du stand-up entre le stand-up d'avant, le stand-up d'aujourd'hui? Je parle d'aujourd'hui, 2025, hein, vraiment le stand-up d'aujourd'hui, quoi. Déjà, il y a 2 choses. La première, c'est que aujourd'hui, il y a Internet. Ok. Internet, ça a changé les codes pour plein de gens. Je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, tu voulais te faire connaître, t'étais obligé de passer par une télé ou une radio. Ou si t'avais de la chance, il y avait un prod dans une salle qui disait, il est pas mal, lui. Et Internet, ça a cassé les codes de se dire, je peux créer ma propre audience, je peux créer mon propre public, je peux créer ma propre fanbase qui me suivra dans le temps. Et je pense que c'est ce qui a redéfini les codes, parce que aujourd'hui, c'est les prods qui courent derrière des gens qui ont beaucoup d'abonnés, alors qu'à l'époque, on courait derrière ces gens. Et il y a cet aspect des choses, mais il y a aussi l'aspect qui fait que aujourd'hui, il y en a beaucoup des humoristes. Oui, on est énormément. Depuis 2, 3 ans, 4 ans. Ça s'est démocratisé. Moi, je sais pas si tu te souviens. Démocratisé, ça a explosé, mais ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais au début, pour nous, on va dire que ma génération, on voyait le stand-up via le Jamel Comedy Club. Ouais, ça a été et je me souviens très bien que, ouais, clairement. Et je me souviens très bien que quand c'est sorti, beaucoup de gens disaient, ouais, mais le Jamel Comedy Club, c'est un truc de Noirs et d'Arabes. C'est un truc communautaire. Aujourd'hui, c'est dans toutes les strates de la société. Que tu vas chez les riches, tu vas avoir des fils d'eux qui font du stand-up, tu vas avoir des petits prolétaires qui vont faire du stand-up. T'as de tout. Aujourd'hui, t'as vraiment de tout. Dans toutes les strates de la société, t'as des gens qui font du stand-up. C'est pour ça que ça s'est démocratisé. Mais bon, c'est dommage qu'il ait fallu passer par c'est des trucs des Noirs et d'Arabes, alors que là-bas, c'est un truc d'humain. Quand tu veux faire du stand-up, t'as besoin de couleur. Ouais, mais après, moi, je pense que j'aurais pas forcément vu comme une démocratisation. Moi, je l'aurais plus vu comme une fusion. Parce qu'il y a toujours eu du seul en scène, tu vois, du one man show. C'est différent. J'entends que c'est différent, mais en fait, c'est-à-dire que ça reste, tu vois, 50 nuances de gris pour moi. Tu vois, parce que je trouve qu'avant, les gens faisaient des grosses distinctions entre le seul en scène, le stand-up, le théâtre d'impro, nanana. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois que ils commencent les spectacles sont de plus en plus flous, en fait. T'as des spectacles qui sont mi-stand-up, mi-impro, full impro, mais en seul en scène. Enfin, tu vois, il y a... Je sais pas, moi je vois plutôt le stand-up comme le rap. Comme le rap. Je sais pas si tu vois. Le rap, dans les années 80-90, c'est un truc qui est soit dans la communauté noire aux États-Unis, soit après qui va entrer dans les banlieues en France et tout. Mais si tu regardes bien, c'est encore un art qui était décrié par la grande majorité. C'est un art de banlieue, toujours dans la négativité. Encore une fois, dès qu'il y a des représentants de certaines couches de la société, tout de suite, ça devient la musique populaire, la musique urbaine. Au début, la musique urbaine, après la musique populaire. Et puis aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée de France, la plus vendue de France. Oui, j'avoue qu'il y a eu... Et le stand-up, c'est pareil. C'était un truc de Noirs et d'Arabes. Puis il y a des représentants de chez eux qui ont pu rentrer dans le stand-up. Et donc maintenant, c'est devenu, c'est un art. C'est lettres de noblesse. Tu vois ce que je veux dire? Ça change. Le stand-up à l'Académie française. Exactement. Ok. Pour moi, c'est la même. Toi, t'as un humoriste quand même assez combatif. T'as des convictions. On dit, t'as une case panafricaine. Oui. Ouais. Et avec Kémy Séba et tout ça. Comment t'es arrivé dans ça? Parce que voilà. Aujourd'hui, franchement, on peut. Toi qui voulais faire de la paléontologie, tu vois qu'il y a vraiment il y a des strates qui s'empilent de Lenny. Je reste dans l'histoire, si tu regardes bien. J'ai beaucoup de passages qui parlent de faits historiques qui se sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je pense qu'à l'époque, j'entendais pas d'humoristes parler de ce genre de choses. J'entendais parler du racisme en surface. J'entendais parler de la communauté, mais en surface. Et je me suis toujours dit, on est dans une communauté qui est perdue. Qu'on le veuille ou non, on a eu, dans l'histoire, on a souffert de plein de choses, et je pense qu'on doit se réapproprier plein de choses, et on doit se remettre une espèce de confiance en nous-mêmes. Et pour avoir une confiance en nous-mêmes, il faut savoir d'où on part, d'où on vient, et donc, c'était pour moi vital de me dire, il faut que je mélange mon stand-up, donc l'art que je fais, à l'histoire que je connais. Qui n'est pas une histoire qu'on t'apprend à l'école, qui n'est pas une histoire que tu vas voir dans les documentaires sur Netflix. Il fallait vraiment qu'on apporte ce truc de, ok, je connais une partie de mon histoire, je sais faire rire, je mélange les deux, et voilà ce que ça fait. Maintenant, quand tu fais ça, tu passes très vite pour, c'est un des nôtres,
il est pour la cause, et ce qui est vrai, parce que pour moi, je pense que je ne vivrai bien ou mieux que si les miens vont bien ou mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et de l'histoire, tu passes très vite aux faits de société. Tu sais, on arrive beaucoup au truc de George Floyd, on arrive à cette période de George Floyd et tout. Donc, ouais, effectivement. les gens te disent, t'es obligé de prendre une position ou d'au moins donner ton point de vue. Je donne mon point de vue sur ça, je donne mes points de vue sur les bailleurs policiers. Et très vite, m'englobe dans le truc de, Lenny, c'est un humoriste de... T'as pas l'impression de sortir de ton rôle d'humoriste quelque part? Pas du tout. Il y a une phrase qui dit, qui prétend faire du rap sans prendre opposition? Pour moi, c'est la même chose. Qui prétend faire du stand-up sans prendre opposition? T'as un micro. T'as une voix pour parler. T'es la voix des sans-voix. Si tu ne le fais pas, c'est que vraiment t'as rien compris. Et ça te dirait pas par hasard de continuer dans la politique, par exemple? Non. Pourquoi? La politique, je pense, déjà le stand-up, tu croises beaucoup de gens véreux. Mais la politique, tu croises énormément de gens véreux. Et je pense que, à un moment, ça joue sur ton mental. Moi, je suis quelqu'un d'humain. La politique, pour moi, c'est beaucoup de calcul. Et je pense que c'est pas moi, tout simplement. Donc, je me vois pas faire de la politique. Des vraies révolutions, sûrement. Des politiques, non. Ok. Et, la question que je me pose aussi, c'est par rapport à ça, maintenant, t'en es où, en fait? T'en es où par rapport à tout ça? C'est quoi la prochaine strate de Lenny? Comment tu te projettes? J'aimerais, tu vois, là, en étant en Martinique, j'ai pu voir pas mal de choses. En 2 semaines, hein. En 2 semaines, j'ai pu voir pas mal de choses et je suis persuadé qu'il y a énormément à faire ici. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que les gens ici sont beaucoup plus connectés à tout ce qui est histoire, à tout ce qui est recherche de leur identité qu'en France. J'ai l'impression qu'en France, c'est qu'une question de surface. C'est beaucoup d'hypocrisie. C'est, oui, quand t'es devant des médias, sur les réseaux, c'est très, oui, le racisme, oui, la diaspora, hein. Mais dès que c'est qu'il faut prendre ton destin en main, il y a plus personne. J'ai l'impression qu'en France, je parle de la diaspora noire française, ok? Ou dans les pays occidentaux. C'est beaucoup plus de acceptez-moi, validez-moi, que de je veux une réelle autodétermination, je veux une réelle liberté. C'est plus de pour moi, c'est encore le truc de je veux être accepté. Ouais, on est encore dans une période d'assimilation. Mais moi, il y a une question qui me pose bien derrière tout ça. Tu vois, toi, t'es un mec quand même connu, tu connais du monde, ça fait longtemps que t'es là. Pour aller plus loin dans cette logique, pourquoi tu penses qu'il n'y a pas plus de black money, tu vois, en France? Parce pourtant, il y a pas mal de noirs qui ont fait de l'argent ces derniers temps, des footballeurs, des chanteurs. Tu vois, on devrait avoir des projets, tu vois. J'ai l'impression qu'ils investissent que dans des kebabs ou Parce que c'est tout ce qu'on leur a appris. J'ai regardé une émission où il y avait Niska qui était interviewé, il disait qu'on n'a pas d'éducation économique, d'éducation financière. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je regarde la plupart des footballeurs qui ont percé ou les rappeurs qui ont percé, oui, ils vont ouvrir des kebabs, des tacos, des choses qui vont faire du mal à notre communauté, parce que c'est aussi une façon de détruire nos communautés en nous faisant... La malbouffe, c'est ça. C'est détruire les communautés de l'intérieur. Donc, tant qu'on leur a pas appris qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut investir, je prends par exemple Aurélien Tchouameni. Tu vois, il a investi dans The Bridge. Et pour moi, c'est des trucs comme ça qui doivent être investis. Où on doit mettre notre argent, où on doit placer notre argent. C'est de se dire que notre argent peut grandir. Être une communauté, c'est ça. C'est être aussi une communauté financière. Et notre argent, il peut grandir entre nous, pas qu'en en investissant dans des choses bateaux ou dans les carcans qu'on te met, tu vois. C'est comme pour moi quand on était petit, tu disais il y avait que 2 voies, footballeur ou rappeur. Mais parce qu'on t'a laissé que le choix de te dire que c'est footballeur ou rappeur. Si t'avais mis des bibliothèques, si t'avais mis des centres de recherche dans les cités, je peux t'assurer que tout le monde voudrait être bibliothécaire ou savant ou tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là c'est pareil. Faut apprendre à nos communautés tu peux investir sur d'autres choses. Que t'as le choix, tu vois. On peut pas être que tout le temps des gens qui dépensent pour les autres communautés mais qui ne font pas grandir nos communautés. Il y a un autre truc, une autre question. Parfois, on t'interviewe sur des thèmes, par exemple sur ça. Est-ce que tu te sens légitime en fait de parler parfois, ou tu te dis oh les gars, moi je suis juste un humoriste, je fais que des blagues. En vrai. Je peux donner mon point de vue. Est-ce qu'il faut être légitime pour donner un point de vue? Je pense pas. Quand on parle de politique, est-ce que... parce que parfois on te force à avoir un point de vue alors qu'en vrai, toi, tout simplement... Tu peux dire juste non, c'est pas mon domaine ou je m'y connais pas. Personne va te tuer si on dit que tu connais pas. Comme je dis, on n'est pas tous devenus Malcolm en se réveillant le matin. Ouais, mais ça te fatigue pas qu'il y ait des gens qui ont un point de vue sur tout, en fait, finalement, à la fin, parce que c'est un peu la logique aujourd'hui. Ce qui me fatigue, c'est les pygmies. Ça veut dire que les gens qui vont être là au bon endroit au bon moment, qui vont en profiter et qui vont te dire oui, j'ai un point de vue sur tout. Ça, il y en a énormément. Maintenant, si t'as un vrai point de vue bien constructif et tout, oui, donne-le. Ça ne peut faire qu'avancer les choses, en vrai. Ok. Faisons avancer les choses. D'accord. Moi, il y a un autre élément que je voulais voir avec toi.
Aujourd'hui, tu vois, c'est un peu plus en allant dans l'artistique en fait. Ouais. Là, tu viens, tu passes du temps ici aux Antilles. Comment tu vois la scène antillaise? Qu'est-ce qui lui manquerait avec ton recul? Parce qu'en plus, toi, t'as vu l'évolution artistique, l'évolution technique, l'évolution, on va dire, organique de la scène parisienne, quoi, en 15 ans. Qu'est-ce qui manque en Martinique? Je pense qu'il manque plusieurs choses. Déjà, il manque d'endroits où jouer. Énormément. Je te dis, à Paris, tu peux jouer 5-6 fois par soir. En fait, il manque de lieux, ouais, il manque de lieux. Il manque ok. des places, il manque des lieux, il manque des concepts. Ouais, à Paris, tu peux jouer 5-6 fois par soir. Ça fait qu'imagine, au bout de 7 jours, t'as déjà joué 35 fois. Tu vois, Bah, c'est fantastique, ouais, j'avoue. c'est comme n'importe quel... Bah, ce serait quoi les freins alors en fait à jouer ici, enfin à créer ces lieux? c'est nous-mêmes. C'est mental, en vrai. Parce que est-ce qu'il faudrait pas tout simplement déjà des gens qui ont envie, Déjà aussi. tu vois, parce qu'il y a envie et envie, tu vois, il y a envie de, je viens de montrer un peu sur scène et j'ai envie d'en faire mon métier. Le problème, c'est que je pense aussi que beaucoup d'humoristes, et sans critiquer, mais je pense que beaucoup d'humoristes de la Martinique ou des Antilles s'installent comme si c'était Paris. C'est-à-dire qu'ils ont autant le choix de jouer, Ouais. alors que non, tout est à faire. Et Paris, ça a été pareil. C'est-à-dire que tout a été à faire à un moment donné à un autre. Moi, je me suis allé au début du Paname. Quand je te dis que c'est nous qui descendions les sacs de ciment pour faire le sol, c'est pas notre taf. Nous, notre taf, c'est juste de venir jouer. Mais à un moment, t'as envie de jouer dans des bonnes conditions. T'as envie de jouer dans des endroits sympas. Bon, bah, c'est la même. À un moment, tu dois te casser le cul pour pouvoir jouer un maximum. Parce que si tu le fais pas toi, personne va le faire pour toi. Si t'attends que les autres le fassent, ça va marcher un temps. Après, tu vas tourner en rond, en fait. Tu vas tourner en rond et ton niveau n'évoluera pas. Donc ouais, je pense qu'il faut se décarcasser. Faut faire en sorte que le plus petit bar, même s'il y a que 20 personnes que tu peux rentrer dedans, bah ça devient une salle de spectacle. Ouais, et moi je me pose aussi la question sur toi maintenant qui est un observateur en plus qui a pris du recul de facto de la scène un peu parisienne. Comment tu la ressens parce que c'est quand même un sac de crabe. Hein. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Est-ce qu'il n'y a pas un côté mental aussi derrière tout ça, ouais, faut être Si, il y a un côté mental. La dernière fois, je parlais avec Anas Asuna, Ouais. Montréal, et il me disait, le problème à Paris, c'est qu'on passe autant de temps à travailler qu'à se chier les uns sur les autres. Il y a trop une mauvaise vibes pour être vraiment très fort et te concentrer sur tes spectacles. Et ce qui est vrai, c'est devant, on va tous être là, ça va mon gars et tout, mais derrière, c'est beaucoup de je te tire dessus. Est-ce que c'est pas un côté français? Si. Si. Mais non, mais c'est le côté français, c'est le côté de je veux pas voir les autres réussir. Mais t'as pas une anecdote, le pire truc pour toi en fait? Des anecdotes, j'en ai plein, mais alors t'en trouver une comme ça, mais si on revient sur l'histoire qui m'est arrivée il y a longtemps sur mes accusations, les accusations, si tu regardes, elles partent de nulle part, à part d'un humoriste qui te dit j'ai entendu Lenny faire cette vanne. Et tu te dis attends, ce soir-là il y a au moins 200 personnes dans la salle. T'es le seul qui a entendu. T'imagines, et ce gars-là, pourquoi je te dis je parle des pygmies, ça m'énerve. Parce que ce gars-là a pu se placer dans les médias à chaque fois. Je vais vous parler de l'histoire, dans tous les médias, il s'est placé en mode truc, donc il faisait passer pour l'ami des femmes. Et ça, c'est des trucs qui m'énervent parce que tu te dis, ok, tu te sers de vrais combats, de vrais problèmes pour mettre ton petit cul en avant. Et tu descends des gens sans savoir l'impact que ça va avoir après. Mais ça t'a fait du mal. Enfin, ça t'a fait du mal, j'imagine que oui, mais alors comment du mal, non, parce que ça voudrait dire que je accorde beaucoup trop d'importance à ce genre de gars, et pas du tout. Maintenant, ce qui m'a énervé sur le moment, c'est de me dire qu'on le croit aussi facilement, qu'il n'y a pas eu vraiment de recherche derrière. En fait, regarde, pendant ces 2 ans, les gens se disent pourquoi Lenny on l'a peu trop vu. C'est pas parce que je voulais pas qu'on me voit pas trop. C'est juste parce que je me suis dit ok, pendant ces 2 ans, j'ai 2 ans pour réunir toutes les preuves physiques possibles, appeler les gens de l'époque pour que ces gens-là viennent témoigner, pour vous faire comprendre que j'y étais vraiment pour rien. Dans cette histoire, j'avais vraiment zéro. Je me sentais pas coupable de rien du tout. Et à ce moment-là, comment ça s'est passé? Est-ce que la communauté du stand-up, entre guillemets, je sais même pas si on peut appeler ça communauté, mais est-ce qu'elle t'a lâché? Tu t'es senti soutenu? Les artistes, non. Les artistes, on l'a jamais lâché, ça c'est un fait. Et ils ont toujours été derrière moi, m'envoyer des messages, savoir comment j'allais, si je manquais de rien. Ça, franchement, je vais pas dire oui, non, les artistes, moi, c'est pas vrai. Maintenant, ce qui m'a déçu, c'est plus les comedy clubs ou les
ou les festivals soi-disant afro qui se soutiennent entre frères, mais qui, dès qu'une blanche te dit, il s'est passé quelque chose, tout de suite, ça a été en mode genre, désolé Lenny, on peut plus te faire jouer, ouais, désolé Lenny, pour l'instant c'est pas possible. Et tu te dis, ah ouais, donc moi, quand vous avez besoin de ma force, vous savez où taper, vous savez où sonner, vous savez où m'appeler pour dire, ouais Lenny, tu peux venir jouer sur notre plateau. Maintenant que vous voyez que c'est moi qui ai besoin de votre force, c'est moi qui ai besoin, ça, non, désolé, tu sais, on a un public. Et tu te dis, mais Ouais, je comprends, mais là en plus tu ramènes ça à une question raciale en fait. c'est pas une question de racial, Parce c'est que une question de, regarde, moi, ma communauté, je l'ai construite comme ça. Je comprends. Donc, je base tout. Je dis pas que, encore une fois, les autres communautés, ça m'intéresse pas. Mais mon cœur de cible, déjà de base, c'était ma communauté. Tous les jours, je répétais au truc qu'il fallait qu'on se soutienne. Sans parler de cette histoire, je te parle de financièrement, économiquement. C'est un truc où on doit se soutenir si on veut en sortir, vouloir une réelle indépendance. C'est ça, c'est se soutenir entre nous. Et pour moi, c'est l'exemple même. C'est-à-dire que tu prends l'affiche afro, tu prends le sigle afro, diaspora, communauté, tous ensemble. Ouais. Mais quand c'est la merde, désolé, hein, mais quand le colon, le maître te dit oui, un de vos nègres a fait ça. Oh oui, mais non, c'est pas possible. Et tu dis ah ouais, donc c'est ça votre communauté. C'est comme ça que vous comptez bâtir quelque chose de fort. Bonne chance. Bonne chance. Aujourd'hui, ça marche bien pour vous, mais je suis persuadé que dans le temps, ça va tomber. Donc en fait, t'as été très, très déçu par. Mais est-ce que ça t'a pas aussi toi démotivé dans ton combat? Non, au contraire. Ça te montre qui sont les vrais, qui sont là et avec qui tu travailleras quand tu vas revenir. Et t'as vu des vrais? Ouais. J'ai vu des vrais, des vrais. Et t'as vu des faux? Ouais. J'ai vu des très faux. Mais ces gens-là. Par exemple, qui des faux, je vais pas te dire parce que c'est encore une fois, tu vas donner de la force à des gens qui ne le méritent pas. Mais c'est des gens qui ne me verront plus sur leur plateau ou sur le truc, même s'ils m'appellent, ah ouais, Lenny, comment ça va aujourd'hui? Tu peux te mettre 2 doigts dans les fesses très fort. Maintenant, les vrais, il y en a plein. Franchement, John Soulo. Un vrai gars. On est voisins de ville, qui m'appelait souvent pour me dire comment ça va, mec. Est-ce que tu tombes pas dans la déprime et tout? Je dis non, pas de souci. Jusqu'à Montréal. On parle des équipes de Montréal, que ce soit Anas, que ce soit Renzel. C'est des mecs qui m'appelaient quasiment tous les jours pour savoir comment j'allais. Dans le stand-up pour les comedy club, Sifax. Les mecs du Marco Polo, c'est des petits. Je prends les mecs du Marco Polo, je dis des petits parce que c'est des mecs qui ont commencé il y a pas longtemps, qui ont mis même leur réputation en jeu, leur truc en jeu pour dire, nous, la justice, elle ne met pas Lenny coupable. Il y a des accusations. Et même pas de la personne qui dit s'être fait agresser. Il y a des accusations d'un mec qui dit qu'il a entendu Lenny faire une vanne. Est-ce que ça mérite qu'on mette ce gars de côté, un talent de côté? Parce que demain, si ce gars est mis non coupable, va dire qui va venir parler, quel média va venir pour dire oui, et tu connais aujourd'hui, il n'y a pas de coupable non coupable. C'est soit mise en examen, soit non-lieu. Aujourd'hui, quand t'as non-lieu, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Les gens vont dire oui, non-lieu, ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez de preuves. C'est pour ça que pendant ces 2 ans, j'ai dû chercher des preuves en mode genre, quand le non-lieu, il va tomber là, va falloir comprendre, va falloir assumer. Il va falloir que ce soit du journaliste aux médias, aux ceux qui ont tourné le dos, va falloir assumer tout ce qui a été dit. Tu vas voir à quel point je suis fou. Tu vas me dire ouais, t'es un vrai fou. Quand je mettais au début, quand il y a eu les trucs qui sont tombés, les accusations qui sont tombées, je continuais à mettre quand même des vidéos. Je me disais, je m'en fous. Franchement, si je m'arrête sur ça, c'est que vraiment, ça me touche, alors que ça devrait pas me toucher parce que je sais que je suis non coupable. Mais les gens venaient et disaient, oui, il y a un espèce de violeur, là. Tu sais, des trucs où t'as pas envie d'entendre, ça te mine le moral. Mais moi, je suis quelqu'un d'acharné, de féroce. Je vais te dire, le gars est fou. Mais un des gars qui me stalkait, qui essaie de me mettre au plus bas sur les réseaux dès que je mettais quelque chose, qui mettait des commentaires en dessous. Je suis allé sur sa page, j'ai regardé où il habitait. Je suis venu avec une petite équipe. On l'a attendu devant chez lui. Quand il est arrivé devant chez lui, il nous a vus. On n'allait rien lui faire. C'était vraiment pour le coup de pression. Il a commencé à bégayer, et quand je lui ai dit, maintenant, il va falloir redire tout ce que t'as dit sur les réseaux, mais en face. Non, c'est pas moi, tu sais, c'est des filles comme Florence Mendes, comme Tania Dutel, elles m'ont retourné le cerveau. Comment elles t'ont retourné? Ouais, elles nous ont dit ça. Donc en vrai, tu comprends que c'est pas une histoire d'agression. C'est une histoire de beaucoup de pique-me qui sont servis d'une histoire pour mettre leur petit cul en avant, et que ça a impacté des gens qui ont cru tout de suite ce qu'elle disait, qui recevaient des messages d'elle en mode oui, c'est passé ça, c'est ça, et qui ont cru. Sauf que maintenant, je suis devant toi, il va falloir assumer. Mais c'est un monde d'une violence extrême. Mais il faut être violent. Il y a rien qui s'obtient. C'est méchant ce que je veux dire. Mais il y a rien qui s'obtient dans le discours. C'est faux. Ça t'a pas un peu radicalisé, ça? Non, pas du tout. Je le pensais déjà avant. Il y a rien qui ne s'obtient
sans la violence. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Je parle pas forcément de la violence physique. Il y a la violence institutionnelle, il y a la violence des mots. Et en fait, c'est important. Aujourd'hui, on est en France, on adore se toucher sur la Révolution française. La Révolution française, c'est la violence. Mais 68, c'est la violence. Mais grâce à ça, on a eu des droits. Tu veux quelque chose, tu vas forcément passer par la violence. Oui, mais il y a quand même eu des luttes qui se sont résolues dans la non-violence. Laquelle? Pas, moi, par exemple, le mariage pour tous. Il y a eu de la violence. Combien de la personnes? violence. Regarde, le mariage pour tous, combien de manifestations sont parties en couille? Combien avant qu'on arrive au mariage pour tous, combien d'homosexuels se sont fait taper sur la gueule pour qu'on en arrive là? Alors, la trame qu'on te sort, l'image qu'on te sort, c'est très beau. Mais le chemin qui a été fait, il est violent de fou. Je te rappelle qu'on voulait pas prendre le sang des homosexuels. C'est de la violence. Mais j'ai justement un autre truc, c'est-à-dire que tu abordes ces sujets dans tes sketchs, Ouais. mais on retrouve pas forcément cette cette énergie. Cette énergie, voilà, cette énergie militante. Parce que moi, je me considère pas comme un militant de base. Ok. Je me considère comme une personne. En vrai, c'est dans ma tête, c'est logique. Quelque chose te touche, t'en parles. J'ai un passage, tu l'as bien vu, ça, la pédocriminalité. Est-ce que ça fait de moi un militant de la pédocriminalité? Non. C'est un truc où je me dis, c'est dans la logique, en vrai. C'est logique de se dire, mais il y a un truc pour moi qui me paraît pas normal, j'en parle. Point. J'ai un micro, je peux en parler, j'en parle. Ça fait pas de moi un militant. Un militant, ça se retrouve en prison. Un militant, ça se fait tanker, par les flics. C'est ça pour moi un militant. Est-ce que je suis militant? Est-ce que j'ai fini en prison pour mes vannes? Non. Je comprends. Je me sens pas plus militant que... Pour moi, dire ouais, Lenny Bunga, c'est un militant. Non. Ça veut dire que t'invisibilises le travail des vrais militants pour moi. Non, Lenny Bunga, c'est un humoriste qui a la chance d'avoir un micro pour parler de problématiques dont on veut pas parler. Bah, j'en parle. Et parce que ça me touche. Est-ce que ça fait moi un militant? Non. Ça fait juste moi quelqu'un de logique. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te touchent à part justement ces sujets un peu communautaires, on va dire? Pédocriminalité. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que une société qui sait pas prendre soin de son enfant, c'est une société qui est vouée à l'échec. C'est une société qui est vouée à aller dans le mur. Toute ma vie, on m'a répété que ce qu'on faisait maintenant, c'est pour les générations futures. Mais comment t'expliques que si tu ne prends pas soin de tes générations futures, tu peux aller te battre, faire des manifestations, mais qu'à côté, y a des gosses qui se font toucher, des gosses qui se font vendre. Oh. Tu fais ça pourquoi, en fait? Surtout qu'on sait tous aujourd'hui que un enfant qui se fait toucher à l'âge de 4-5 ans, c'est possiblement un futur violeur, un futur agresseur d'enfants dans 10-15 ans. Donc c'est des putains de bombardements. Je sais pas si t'as regardé le documentaire de Carl Zero, où il parle, et de Serge Garde, où il parle en France, il y a un enfant sur 5 dans une classe d'école qui subit des attouchements. Un enfant sur 5, c'est énorme, gros. T'es 30 dans une classe, ça veut dire que t'as 5 enfants qui sont touchés. J'ai entendu une stat comme ça aux Antilles aussi, on était sur du 1 sur 3 limite, tu vois à quel point c'est énorme. 15%, je sais plus. T'imagines les bombardements. Si demain, et c'est là où moi, je vois le problème, c'est que nos politiques ne te parlent pas de ce genre de truc, alors qu'il y a un enfant sur 5. Maintenant, prends un truc à l'inverse. Je sais pas, on te dit, il y a, je sais pas moi, un enfant sur 5 qui est possiblement un futur revendeur de drogue. Demain, tu vas entendre ça partout sur BFM. Alors pourquoi on n'entend pas parler de ce genre de problématiques? Ouais. Quand les gens le font pas, encore une fois, quand les médias, les politiques ne le font pas, c'est au peuple de le faire, de mettre ça en avant. Moi, j'ai un micro, j'en parle. Ça me touche. Pas parce que j'ai été touché, les gens disent, il a été touché quand même. Non, c'est parce que moi, j'ai grandi avec une femme, ma mère, qui adorait les enfants. Elle a perdu son statut d'enfant très jeune. Elle était la grande sœur d'une fratrie de 10. À la Réunion, une époque, énormément de responsabilités. À la Réunion, une époque où les machines à laver ne marchent pas. Donc, tu te lèves le matin à 6 heures, tu vas laver le linge de tes frères et sœurs à la rivière, à l'eau froide, à l'âge de 6 ans. Je te dis pas, c'est pas, je te dis que son enfance, elle l'a perdu très vite. Donc, elle ne concevait pas pour elle qu'il y ait des enfants qui dorment dans la rue. Combien de fois, moi, quand on était petit, tu peux demander à mes frères et sœurs. Noël, Nouvel An, il y a toujours eu des gens que je ne connaissais pas à notable. Pourquoi? C'est des gens qui dormaient dehors, des enfants qui dormaient dehors. Que ma mère ou mon père avait croisé dans la rue. Qu'est-ce que vous foutiez dehors? Et on dort ici. Vous dormez où? Dans la rue? À 10 ans? À 15 ans? Allez à la maison. Combien de fois on a eu des gens chez nous pendant 2-3 mois que mes parents avaient rencontrés dans la rue? Des enfants. Truc de dingue. Des enfants, des adolescents. Mais pour ma mère, c'était inconcevable qu'un enfant n'ait pu pas vivre sa vie d'enfant.
Et je pense qu'elle me l'a transmis indirectement. C'est que pour moi, je trouve ça inconcevable qu'aujourd'hui, un enfant ne puisse pas... On est dans un monde assez fucked up pour que les enfants se fassent la guerre. Ouais. Pour que les enfants travaillent pour nous, pour nos chemises, pour nos t-shirts. La moindre des choses, je pense, c'est de parler un peu de leur souffrance. Ouais. Surtout qu'en France, on est bien de donner des leçons. On oublie que le droit à l'enfant, il est pas si vieux que ça, quoi. Ouais. Et ben en tout cas, moi, c'est sur ces paroles d'espoir que je vais te laisser. Merci Kendou. Ça reste de l'humour, hein, parce que je vois les gens qui disent Lenny, la politique. Non, ça reste de l'humour. On peut toujours rigoler de choses. De toute façon, vous allez, il suffit de taper son nom sur les réseaux, vous allez voir ses sketchs, que ce soit à Montreux, que ce soit maintenant au Free Comedy Club. Voilà, vous inquiétez pas, le gars est toujours aussi drôle sur scène. Non, mais on va faire plein de choses. Mais derrière, on voit qu'il y a aussi une vraie réflexion, une vraie pensée. Il y a un être humain, un citoyen, voilà. Donc, en tout cas, merci pour tout, Lenny. Ça me fait plaisir de t'avoir reçu ici. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, tout simplement. Stay tuned.